Bonjour à tous, chers amis de Toxin Média. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première émission qui est vraiment une toute première pour moi, parce que c'est la première émission que je vais animer, en règle générale et pour Toxin Média en particulier. L'objectif de cette émission sera une émission littéraire, donc nous parlerons de livres et uniquement de livres. Nous inviterons des auteurs, des éditeurs, des gens qui travaillent avec le livre et qui en écrivent en grande particularité. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sylvie Pérez. Sylvie, très bonjour. Honorée de participer à la première. Merci. D'essuyer les plâtres avec moi, c'est très gentil. Merci. Et j'ai vraiment l'honneur de vous recevoir pour ce livre que je vais montrer à la caméra, En finir avec le wokisme, chronique de la contre-offensive anglo-saxonne. Pourquoi j'ai voulu vous inviter en premier ? Parce que je trouve que votre livre est un livre qui nous rend un peu optimistes. Parce qu'on parle beaucoup du wokisme, évidemment, il n'y a que des côtés négatifs au wokisme, évidemment. Mais vous montrez dans ce livre que des choses sont en train de s'organiser, et depuis de nombreuses années, dans le monde anglo-saxon. Alors on va évidemment parler de ça tout au long de cet entretien. Et donc j'invite déjà les auditeurs qui nous regardent, on en a besoin à Toxin Média, d'appuyer sur ce fameux pouce et de commenter la vidéo. On en a besoin pour les référencements et pour que cette émission perdure. Et exactement, tout à fait, on l'espère. Et donc Sylvie Pérez, est-ce que vous pouvez un peu déjà vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas ? Moi j'écris des livres, je suis journaliste, j'écris assez régulièrement dans L'Incorrect, qui est un mensuel, assez jeune aussi, qui doit avoir 6 ou 7 ans, et dans Causeur, que peut-être vos auditeurs connaissent aussi. J'ai écrit aussi dans des revues littéraires, dans le service littéraire, ou l'atelier du roman, que vous connaissez aussi. Très belle revue. Ouais. Voilà, j'écris, j'ai le plaisir d'écrire pour ces gens-là. J'écris pour Valeurs Actuelles, j'ai écrit ponctuellement. Et je vis à Londres. Et donc j'écris des livres, j'ai écrit plusieurs essais et quelques romans. Voilà. Et je vis à Londres, et donc c'est comme ça que je me suis penchée sur ce sujet. Voilà, parce que vous l'avez vu, et c'est ça qui est intéressant dans votre livre. Moi, je l'ai vraiment lu, donc livre très bien écrit, c'est important pour une émission littéraire, je vous citerai quelques passages tout à l'heure. Mais j'ai vraiment pris votre livre aussi comme une boîte à outils. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en France, on se fait vraiment manger de toutes parts par ce wokisme. Et dans ce livre-là, on a quasiment des choses qu'on peut récupérer et essayer de les utiliser pour nous à bon escient. Donc, tout d'abord, on est obligé de passer par là, par la définition du wokisme. On en passe assez vite, puisque les gens sur Toxin Média connaissent. Et après, on va parler vraiment de cette boîte à outils. Alors, pour vous, Sylvie Pérez, comment vous pourriez définir ce wokisme ? Le wokisme, c'est un mouvement qui est apparu de façon importante à partir des années 2010, je dirais, aux États-Unis, et qui s'est propagé dans toute l'anglosphère, et donc y compris en Angleterre. C'est pour ça que c'est intéressant d'observer ce mouvement depuis l'Angleterre, parce qu'on voit à la fois ce qui se passe, qui est un peu en avant aux États-Unis, et on voit ce qui va arriver en France. Et on entend par wokisme, on entend un ensemble de doctrines qui ont en commun d'envisager les relations humaines dans un rapport de force entre dominant et dominé. Le transgenrisme, le décolonialisme, le néo-féminisme et l'antiracisme. Enfin, ce qu'on appelle l'antiracisme, qui est en fait un néo-racisme. En fait. On parlera du langage aussi beaucoup, c'est très intéressant dans votre livre, tous ces problèmes justement de sémantique. C'est crucial, c'est au cœur du réacteur, le langage, et notamment la subversion du langage. Donc voilà, le woke, c'est celui qui ne voit autour de lui que victimes et bourreaux. Donc il a l'impression que les transgenres sont marginalisés par les cisgenres, que les noirs sont maltraités par les blancs, que les femmes sont opprimées par les hommes et que les minorités raciales sont brimées par les ex-colonisateurs. C'est vraiment une vision en fait assez manichéenne qui manque de nuances, et c'est pour ça que c'est un mouvement très destructeur. Alors vous parlez un peu des origines dans tout le début du livre. À mon avis, c'est quand même obligatoire de l'avoir fait pour pouvoir ensuite expliquer le contrepoison quasiment. Est-ce que pour résumer, on pourrait dire que le wokisme, c'est une forme de gauchisme actualisé à la modernité, ou ce serait trop réducteur ? C'est une forme de politiquement correct à la puissance 10. C'est un mouvement qui s'est fait une spécialité de mener des batailles déjà gagnées. C'est-à-dire qui s'insurge contre l'esclavagisme dans les seules sociétés qui l'ont aboli, qui combat le colonialisme à l'ère postcoloniale et qui défend les droits des femmes dans des sociétés où elles ont acquis les mêmes droits que les hommes. Enfin, on n'entend pas tellement les néo-féministes parler de ce qui se passe en Iran
Ou, enfin, voilà. Oui. Donc c'est des batailles déjà gagnées. Et si je devais être un peu cruelle, je dirais que c'est une idéologie qui propose de mauvaises solutions à de faux problèmes. Voilà, au moins c'est clair. Comme ça, c'est clair. La grande puissance du wokisme, on le voit très bien dans le début de votre ouvrage, c'est qu'il s'est vraiment insufflé partout, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'université, dans le monde de la famille, jusqu'à la chambre à coucher. Enfin voilà, c'est un monde qui s'est vraiment insufflé partout. Et ce qu'on voit, je remonte le livre à l'image, ce qu'on voit dans cette contre-offensive, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une contre-offensive également globale. C'est-à-dire que tout le monde s'y est mis dans le monde anglo-saxon, les chefs d'entreprise, les universitaires, dans les familles aussi. On voit beaucoup de familles qui ont vécu des problèmes à cause du wokisme et qui ont créé des associations, des lettres, des choses comme ça, qui ont fédéré une sorte de groupe, de tribu anti-wokiste quasiment. Enfin, c'est quand même assez incroyable à voir. Et donc c'est ça qui est intéressant dans votre livre. Et quand je l'ai lu, j'ai trouvé un peu de Douglas Murray. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Douglas Murray, j'invite également à lire, qui a écrit de nombreux livres, dont qui sont traduits en français chez L'Artilleur. Ouais. Surtout dans le sujet, lire La Grande Déraison, qui pour moi à l'époque avait été un livre assez important pour moi, pour comprendre vraiment le rapport entre toutes ces attaques wokistes dans la famille, dans l'université, dans l'entreprise. On pourrait se dire que ce sont des sujets différents, mais non, il nous montre que c'est le même sujet. Est-ce que c'est une inspiration voulue ? Est-ce que c'est quelqu'un que vous appréciez particulièrement, ou c'est le hasard de l'écriture ? C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, et notamment d'ailleurs en lien avec ce sujet, puisque je me souviens l'avoir rencontré en 2018 à Londres. J'avais demandé une interview, parce que c'était le début d'un mouvement qui s'appelle Intellectuel Dark Web, et qui a commencé à peu près en 2017-2018. Et c'était une espèce de cénacle informel d'intellectuels qui s'inquiétaient de la tournure des choses, et qui considéraient, et qui se réunissaient, si vous voulez, ils ne pensaient pas forcément la même chose, mais ils voulaient réfléchir au même sujet, même s'ils n'avaient pas la même opinion sur les différents sujets. Et c'est un mouvement même transcontinental. Je pense à Claire Lehmann, qui dirige la revue Quillette en Australie. Elle en était. Je pense à Christina Hobbs-Somers, qui avait un podcast qui, me semble-t-il, s'appelait Factuel Féminisme, qui retoquait un petit peu les sottises qu'on pouvait dire sur le féminisme, et qui s'en remettaient aux faits, si vous voulez. Et ce qui réunissait tous ces gens, c'était que, ils considéraient que les politiques identitaires divisaient les sociétés, enfin divisent les populations, que 2, le sexe est une notion biologique, et que numéro 3, si ces 2 présupposés sont hérétiques, on court à la catastrophe. Et donc ils avaient commencé à se parler dans des podcasts, dans des émissions, sur Internet. C'est pour ça que ça s'appelle Intellectuel Dark Web, parce que c'était tout sur Internet. Et ils ont commencé à faire des conférences, et c'est pour ça que j'avais rencontré Douglas Murray, parce qu'il participait à une de ces conférences avec Jordan Peterson et Sam Harris à Dublin. Et c'était fascinant de voir, c'était le O2 de Dublin, c'est-à-dire c'est vraiment un immense palais des congrès, si vous voulez. Et là, on voyait converger plusieurs milliers de jeunes qui sont venus écouter une conversation 100% intellectuelle qui a duré 3 heures. Donc voilà, c'est à cette occasion que j'avais rencontré Douglas Murray, et puis je l'ai rencontré à nouveau au moment de la publication de son livre que vous évoquiez, The Madness of Crowds, La Grande Déraison en français, ouais. La Grande Déraison, et c'était devenu une rockstar intellectuelle. Enfin, c'est idiot de dire rockstar parce qu'il ne fait pas de rock'n'roll, mais il y a un peu de ça quand même. Moi, je l'ai vu dans des conférences, il arrive, enfin, on a l'impression qu'il va se déposer en hélicoptère, qu'il a des fans, parce que il a fait partie des premiers qui sont sortis du bois, avec un certain courage, je dois dire, parce qu'au départ, c'était pas simple, parce que très vite, on était traités de racistes, de nazis, enfin, c'est pas très agréable, quoi. Il a fait partie des premiers, et tous ces gens-là ont ouvert des voies et ont donné des arguments à des foules entières qui se disaient « mais est-ce que je suis fou ou est-ce que je suis seule à penser comme ça ?» etc. Et donc pour revenir juste sur le sujet de la contre-offensive,
moi, ce qui m'a motivé de travailler sur ce sujet, c'est que les woke, on les entend beaucoup, on parle beaucoup du wokisme, ils font beaucoup de bruit, on voit des statues déboulonnées, on voit des conférences perturbées, mais dans le camp d'en face, si vous voulez, c'est une action qui est plus discrète, un travail de fond, mais dont l'enjeu est gigantesque, puisqu'il s'agit de défendre la liberté d'expression et l'égalité devant la loi, si vous voulez, rien que ça. C'est la sauvegarde de la civilisation, même si on veut aller jusqu'au bout, c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec vous. Et donc c'est très important, et surtout, c'est très enthousiasmant. Vous commenciez en disant que c'est optimiste, et oui, chaque initiative, c'est une source d'optimisme. Moi, j'étais ravie, parce que c'est vraiment, je suis arrivée en Angleterre en 2011, donc ça commençait à devenir très très présent, ce wokisme, et puis tout ce côté très destructeur. Et à chaque initiative, on se disait on va en sortir. Il y avait une ouverture de respiration qui s'est fait assez rapidement, c'est ça qui est incroyable. Autre chose assez... Parce que, pardon, je veux juste quand même préciser pour les auditeurs qu'il faut quand même prendre la mesure de la violence du débat, si vous voulez. Dans ces années-là, les années 2011, et d'ailleurs ça continue encore un peu aujourd'hui, mais aujourd'hui on va en parler, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de ralentir le train fou du wokisme, mais il faut prendre conscience que dans des universités américaines ou anglaises, vous aviez des professeurs qui étaient contraints de démissionner parce que l'établissement ne pouvait plus assurer leur sécurité physique. Il y a des chasses à l'homme, vous le racontez dans le livre, il y a des véritables chasses à l'homme, même physiques. Même physiques. D'anciens, c'est pas des jeunes de 30 ans qui peuvent à la limite courir vite, d'anciens, de professeurs émérites, etc. Et même de jeunes, enfin, quand on pense à Kathleen Stock, qui est une professeure de philosophie à l'université de Sussex en Grande-Bretagne, elle est féministe et lesbienne d'ailleurs, et elle a eu elle a proféré le blasphème des blasphèmes, qui veut dire que le sexe est une notion biologique indépassable, et elle a été poursuivie de campagnes d'insultes, etc. On n'a pas le temps de raconter toute l'histoire, mais ça a duré 3 ans, et elle a fini, elle était si menacée qu'elle devait donner ses cours depuis chez elle, sous protection policière, et qu'elle a fini par démissionner après 18 ans de carrière. C'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Ou J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, a reçu des menaces de mort. On a brûlé ses livres. Enfin, il faut quand même prendre conscience des auto-da-fé. C'est une nouvelle chasse aux sorcières véritable. Ouais. Et en réalité, enfin, c'est peut-être un raccourci, ce que je vais vous dire, mais c'est quand même assez curieux de noter qu'en Occident, il y a 2 types de personnes qui sont sous protection policière. C'est ceux qui sont inquiétés par les activistes transgenres et ceux qui sont inquiétés par les islamistes. C'est tout à fait vrai. On arrive à... Ouais. Ça n'a aucun sens. Tout ça derrière le mot d'ordre #BeKind, sois gentil, qui est le mot d'ordre woke. Pardon. Non, justement, ouais. Vraiment l'objectif de cette émission, ça va être ça va être de rentrer vraiment au cœur des livres, donc n'hésitez pas à développer si vous le souhaitez. Pour vraiment introduire, j'avais deux choses qui me paraissaient être un peu à la genèse, en caricaturant un peu, être à la genèse des mouvements anti-woke, de cette contre-offensive. C'est un mouvement, disons une personnalité, oui, qui a incarné vraiment ça, qui l'a vécu dans sa chair et qui s'est mis debout et qui a eu des foules derrière lui. Et, vous savez, tout à fait, et un procès contre une université. Alors, je parlais évidemment de Jordan Peterson, que les plus jeunes connaissent, puisqu'il a un succès fou. Mais ça n'a pas été simple, en réalité, d'arriver jusque-là. Si vous pourrez nous raconter ça. Et ce fameux procès contre Harvard, où on s'est rendu compte, avec leurs statistiques ethniques, que finalement, les étudiants asiatiques étaient sous-évalués et sous-représentés dans l'université. Dans le recrutement, et que les Africains, eux, étaient surreprésentés. Il y a eu un procès... Je ne dis pas si c'était en 2000. Les Afro-Américains, disons. Les Afro-Américains. Il y a eu un procès, donc je crois que ça date de 2014, si je ne dis pas de bêtises. Ça a commencé en 2000, absolument. Alors, c'est pour ça que je voyais un peu la genèse dans cette chose-là, où vous me direz si j'ai tort ou pas, mais si vous pouvez développer sur ces 2 points. Non, vous avez absolument raison, et c'est parfaitement montré, parce que vous citez Jordan Peterson, qui est vraiment un pionnier de cette contre-offensive, et vous citez le procès contre Harvard, qui en fait, on a parcouru tout le chemin, si vous voulez, parce qu'il y a eu, on va y revenir, mais il y a eu un arrêt historique de la Cour suprême aux États-Unis le 29 juin dernier, 2023,
qui interdit l'utilisation de quotas positifs dans le recrutement à l'université. Ça, c'est l'aboutissement de cette histoire dont vous parlez, mais c'est vraiment un signe très positif à propos de cette contre-offensive. Mais pour revenir, vous voulez revenir sur Jordan Peterson, je suppose, ça commence en 2016. Vous voyez, donc tout à l'heure, je vous disais que le wokisme est très fort à partir des années 2010. Et donc en 2016, on commence à réagir. Et Jordan Peterson, il est psychothérapeute et il est professeur de psychologie à l'université de Toronto, qui est au Canada, qui est quand même la nation woke par excellence. Et c'est vraiment là qu'on trouve les pires outrances et les pires excès. Et en 2016, le Parlement s'apprête à voter une loi. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qu'on appelle les pronoms non-genrés. Avec votre livre, oui. Sinon, je vous avoue que non. Si on parlait de vous, on dirait il. Si on parlait de moi, qui suis une femme, on dirait elle. Les transgenres voudraient qu'on utilise de nouveaux pronoms. Yel, ul, ol, im, em. Je ne me demandez pas exactement à quoi ça correspond, parce qu'en plus, c'est très évolutif. Donc, c'est un nouveau lexique, un nouveau vocabulaire. Et donc en 2016, le Parlement canadien s'apprête à voter une loi, à ajouter dans les lois antidiscrimination, à ajouter une catégorie de population qui sont les gens transgenres ou de genre indéfini, c'est-à-dire ni homme ni femme ou les deux à la fois. Je cite, c'est pas une élucubration. Et Jordan Peterson s'inquiète si vous voulez, qu'on grave dans le marbre législatif une notion dont personne n'est familier et qui est si vague. Et donc il dit, moi, éventuellement, si un étudiant me demande de m'adresser à lui de telle ou telle façon, je le ferai avec joie. Il n'est pas question que la loi décide comment nous nous parlons entre nous. Il en parle à des collègues qui n'osent pas tellement s'exprimer sur le sujet. On sent que ça devient un petit peu... oui, c'est controversé, comme on dit, alors que ça pourrait paraître évident. Et donc, il va tenir bon. Il va avoir besoin d'aller s'expliquer en permanence sur les plateaux télé, etc., d'être regardé comme quelqu'un d'épouvantable, évidemment, de transphobe, en un mot. Et il va être invité dans plein d'universités au Canada, il va faire le tour du pays, et puis ça va monter. On est en Amérique, donc il va créer une chaîne, etc. Tout ça va être un peu commercialisé aussi, mais ça va prendre des dimensions incroyables. Il va y avoir une interview sur une chaîne un peu progressiste en Angleterre, une fameuse interview faite par Cathy Newman, qui va donner lieu à des traductions dans toutes les langues sur Internet. Vous en parlez dans le livre, hein, pour ceux qui nous écoutent, oui, vous avez le détail de tout ça. Oui, c'est un moment médiatique incroyable parce que Jordan Peterson tient bon. Cette journaliste l'invite pour montrer à ses auditeurs combien il est misogyne, transphobe, terrible, vraiment, c'est le diable en personne. Et il va la reprendre sur chaque détail et il ne va jamais reculer. Et là encore, ça va plaire à tout un tas de gens qui en ont assez de voir des gens s'excuser de ce qu'ils pensent. Voilà. Et ça, c'est l'épopée de Jordan Peterson, après quoi il écrit un livre, qui a été traduit d'ailleurs ici, qui s'appelle 12 règles pour une vie, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, comme quoi c'est pas évident. La contre-offensive, elle n'est pas évidente au début, mais parfois, on est très récompensé. C'est ça le point sur lequel je voulais avoir votre avis, c'est que il y a une forme de génie dans le monde anglo-saxon, ou de bon sens, disons, le génie c'est peut-être un terme un peu fort, de bon sens de dire mais c'est pas parce que je dis la vérité que je vais finir clochard. C'est-à-dire que Jordan Peterson, il se dit mais avec ça je peux vivre. Ouais, et aujourd'hui il en vit très bien en réalité de cette chose-là, tandis que nous en France, je pense que c'est bien si on réussit à faire des petits parallèles, nous en France il y a un peu cette vision de la pureté, c'est-à-dire que si je vais dire la vérité, quasiment je dois être un moine, mais si vous voulez être moine ou un martyr, voilà, si vous voulez être moine, faites autre chose. Tandis qu'eux créent une économie autour de ça, moi je trouve ça absolument passionnant, parce que finalement ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous combattez ces choses-là qui sont à combattre, si vous êtes quelqu'un d'à peu près honnête, vous les combattez, eh bien vous pouvez quand même vivre, faire vivre votre famille en faisant du bien. Et ça je trouve que dans le monde anglo-saxon, il y a ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est très juste. Et ça me fait penser à... Il y a un des acteurs qui est très important en ce moment dans cette contre-offensive au wokisme, qui s'appelle Christopher Rufo. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est quelqu'un de jeune, qui a 39 ans,
qui était journaliste. Enfin, je peux vous en parler quelques minutes. Oui, bien sûr. Ça fait le lien avec ce dont vous parlez. C'est lui, pour résumer, qui a révélé le fait que l'administration fédérale américaine était complètement infiltrée par ces idées woke. Et alors, lui, il est en guerre contre ce qu'on appelle la théorie critique raciale. Hein, et l'un de ses arguments, justement, quand il a... C'est vraiment un stratège, ou même un tacticien, si vous voulez. Et quand il parlait de cette théorie critique raciale, il était interrogé là-dessus, et il disait, mais oui, j'utilise cette expression volontairement, parce que c'est une expression qui a été décidée par eux-mêmes, par les tenants de, vous savez, la théorie critique, c'est un mouvement qui remonte aux années 80, hein, et la théorie critique raciale, c'est une idéologie selon laquelle tous les blancs sont racistes, et voilà. Rien que dans le terme, on va parler du langage après, mais rien dans le terme, on a toute l'essence du wokisme. C'est vraiment... Exactement. Et il disait, j'utilise ce terme parce que c'est leur, donc c'est très important. Et il disait aussi, c'est une expression qui va à l'encontre de ce que sont les Américains, disait-il. Il disait, théorie, les Américains sont des gens pragmatiques, ils n'aiment pas ça, la théorie. Critique, les Américains sont plutôt dans le positif, ils ont envie de faire des choses. Et racial, on a tout fait pour passer dans une société post-raciale, et donc il disait on a tout intérêt à utiliser ça. Et c'est quelqu'un d'intéressant dans cette contre-offensive parce que il avait justement, c'était le premier, c'était un système de lanceur d'alerte, si vous voulez. Tout a commencé avec un stage de formation diversitaire qui était imposé aux fonctionnaires blancs de Seattle, qui était sa ville. Et c'était un stage qui s'intitulait « Stage de racisme intériorisé pour les Blancs ». Vous voyez, le jargon, quand même. Et donc, il avait fait des documentaires sur les sans-abri dans la ville, etc. Donc, il connaissait des gens dans la ville, enfin, des fonctionnaires municipaux, qui ont fait fuiter le contenu de ce stage. Du coup, il l'a mis sur... il a fait une demande d'information, parce que ce stage avait été concocté par le Bureau des droits civiques. Donc, comme disait Ruffo... Très orwellien, ça. Exactement. C'est incroyable. Le Bureau des droits civiques avait donc théorisé le néo-racisme. Donc, on avait fait le tour de la boucle, si vous voulez. Et il a publié sur Twitter tout le contenu de ce stage. Il a été interviewé. Il a tout raconté. Il a dit qu'il faudrait que le président des États-Unis réagisse. Trump l'a convoqué et s'en est suivi un ordre exécutif qui a mis fin à ces stages diversitaires dans l'administration fédérale. Et aujourd'hui, il travaille beaucoup avec Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. Et si vous voulez, c'est une stratégie, une tactique en 3 étapes. Informer, diffuser l'information, en faire un thème politique. Et enfin, s'entourer de juristes qui essaient de voir comment on peut désenquister en fait, ce wokisme des administrations. Alors, oui, non, mais voilà, c'est ça. Je crois que c'est le maître mot, c'est pragmatique. En lisant votre livre, j'ai été surpris agréablement de voir de nombreuses associations, de nombreux mouvements qui mêlent entrepreneurs, industriels, universitaires, intellectuels, familles, etc., avec de l'aide juridique. Ça, c'est quelque chose en France, c'est quasi... On a l'impression d'être dans un autre monde. Alors, je ne sais pas si vous avez un nom d'un organisme comme ça qui vous vient en tête, mais où, par exemple, il y a une organisation qui va se créer et qui va aider les gens juridiquement. Par exemple, un professeur qui va qui va subir une chasse aux sorcières, ne va pas se retrouver seul. Il va pouvoir se retourner vers cette association-là, même s'il n'est pas de droite, même s'il est de gauche, même s'il est homosexuel, même s'il est je ne sais quoi. En France, on parle souvent de l'union des droites, qui ne marche pas. Là, j'ai vu, moi, l'union du bon sens, quasiment. Enfin, j'avais l'impression d'être dans quelque chose un peu idyllique, comme ça, l'union du bon sens. Et les gens vont être aidés concrètement. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple ou nous expliquer comment ça marche ? Mais vous avez raison, le mot bon sens revient très souvent d'ailleurs dans les intitulés de ces alliances, de ces groupements. Alors, pour être tout à fait juste, je crois qu'en France, il y a un groupe qui s'appelle les juristes pour l'enfance, et qui
qui s'inquiète de la médecine transgenre. Mais qui n'a pas cette puissance. Alors, c'est ça la différence en fait. Alors il y en a un il y a un organisme qui est assez ancien, qui date de 1999 et qui s'appelle FIRE. Parce que, donc, je vous disais, le wokisme, c'est l'enfant du politiquement correct, si vous voulez. Et donc, FIRE est créé par un avocat de Brooklyn, né en 1942, qui s'appelle Harvey Silvergate, et qui crée ça en 1999. Donc, vous voyez, c'est assez tôt. L'histoire, même si vous pouvez la raconter, l'histoire de la création, parce que là, on a un contrepoison dans une organisation qui existait déjà au préalable, si je ne me trompe pas de... Ah oui, alors là, vous parlez de la CLU. Mais ça donne naissance à FIRE, c'est bien ça? Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait, alors si vous pouvez me réexpliquer ça. Non, pas tout à fait. Parce que FIRE, c'est FIRE, donc il y a la première vague de politiquement correct qui est assez terrible, qui commence à se faire sentir dans les universités. Harvey Silvergate écrit un livre avec Alan Kors, enfin c'est deux avocats qui écrivent un livre à propos de ça, et ils ont tellement d'appels de gens qui ont besoin d'être défendus, qu'ils se disent on va créer une association. Ils créent FIRE, Foundation for Individual Rights in Education. Ce sont des avocats bénévoles qui défendent la bonne application du premier amendement de la Constitution américaine, et qui est censé défendre la liberté d'expression. Donc à chaque fois qu'un étudiant ou un prof est inquiété pour ses opinions, il peut se retourner vers FIRE, et c'est à chaque fois, en fait, avec beaucoup de succès d'ailleurs, les gens sont défendus, etc. Bon, l'association est fondée en 1999, il y a 14 personnes au départ, et aujourd'hui une centaine. Et son fondateur disait, moi j'espérais qu'en 15 ans on n'aurait plus besoin justement de cette association. Et malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas encore le cas, mais c'est quand même très efficace. Je veux dire, et ils défendent vraiment des gens de tous horizons. Ils défendent toutes sortes d'opinions et toutes sortes de paroles. C'est ça qui est incroyable. Ils ne sont pas cantonnés dans une idée particulière. C'est ça qui est intéressant. Pas du tout. Et ce qui s'est passé, parce que le problème du wokisme à l'université, c'est un problème de pluralisme. Le pluralisme n'existe plus dans les universités les plus prestigieuses. Vous avez un rapport de 90-10 en gros entre la droite et la gauche, c'est-à-dire que il y avait quelqu'un qui avait décrit l'université américaine de la façon suivante dans une tribune du New York Times. Il avait dit à l'université américaine, vous avez des étudiants plutôt de gauche qui sont suivis par des enseignants très à gauche et encadrés par une administration extrêmement à gauche. Donc, vous voyez, c'est un peu le problème, c'est le problème du pluralisme à l'université. Du coup, j'ai oublié. Oui, et donc sortent de ces universités une élite qui est biberonnée à des idées de gauche très majoritairement et qui donc va influer sur la société. Et donc FIRE, récemment, il y a 2 ans, en 2022, non, il y a 1 an même, il y a juste 1 an, a étendu sa mission à l'ensemble des États-Unis, en fait. Pardon, à l'ensemble des États-Unis. FIRE a étendu sa mission à l'ensemble des États-Unis, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe plus que de liberté d'expression à l'université, mais aussi dans tout le pays. Et ça vient, même si c'est peut-être indirect, mais ça vient d'un changement d'action, on va dire, d'une autre association qui existait avant, l'ACLU, si je ne dis pas de bêtises, qui était plutôt dans cette optique, en réalité, au départ, si j'ai bien compris, mais qui s'est fait infiltrer par le wokisme, et ce qui a indirectement, finalement, permis la création de FIRE. Oui, enfin, l'extension de FIRE. L'extension. Non, la CLU, c'est beaucoup plus ancien, je crois que ça date des années 1910. C'est vraiment un symbole de la liberté américaine, la CLU, American Civil Liberty Union. Et la CLU a toujours défendu des pacifistes, des communistes... 1920, tout à fait. 1920, merci. Des communistes et des néo-nazis, des noirs et des racistes, des suprémacistes blancs, enfin vraiment, ils défendaient tout le monde. Ce qui comptait, c'était la liberté d'expression. Et puis il y a eu l'élection de Trump. Et là, était à sa direction, je me souviens plus du nom de la personne qui dirigeait, bon, peu importe, oui, peu importe. mais
qui s'était occupé de la campagne de Bernie Sanders et qui ensuite s'était occupé de la communication de Nancy Pelosi, enfin, donc inutile de préciser dans quel camp il était, très anti-Trump, et c'est devenu une espèce de fabrique d'activisme. Et bon, la CLU a un petit peu perdu son étoile du Nord, qui était la liberté d'expression. La CLU, c'était un symbole de la liberté américaine, comme la Statue de la Liberté, quoi. Et c'est donc aussi pour ça que Fayard a étendu sa mission. Donc là, dans le côté boîte à outils de votre livre, que je remontre encore, on a la société civile, finalement, qui va pallier. Ça, c'est très anglo-saxon. C'est vrai que nous, on ne réfléchit pas forcément comme ça, mais les pays latins réfléchissent moins comme ça. Mais c'est ce que l'État ne va plus faire, après tout, nous, on peut le faire. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est la prise d'initiative. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la société civile. Moi aussi, je suis un être libre. Je vais aider à cette réflexion-là et à résoudre ce problème. On n'attend pas tout de l'État, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai. Et il y a eu aussi... il y a eu un moment clé, c'est vous vous souvenez de la mort de George Floyd en 2020, c'était en mai 2020. Vous en parlez aussi dans le livre. Oui. Et de l'explosion de Black Lives Matter, du mouvement Black Lives Matter, et explosion internationale. Je veux dire que c'était... en Angleterre, c'était pendant le confinement, les manifestations interdites. D'ailleurs, ici aussi, les manifestations interdites, mais pour le Black Lives Matter, on pouvait aller au-dessus de la loi. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'était un ministre. Oui, c'était Castaner. Castaner, il nous aura tout fait, celui-là. C'est à cause de l'émotion. Voilà, l'émotion passe avant la loi. Oui, mais voilà, ça, c'est le synonyme de la dictature. Exactement. Et donc, et en Angleterre, les gens défilaient avec... Hands up, don't shoot, vous savez, qui était un des slogans de Black Lives Matter, alors que la police n'est pas armée en Angleterre. Enfin, il y a une espèce d'exportation des slogans qui n'avaient aucun sens. Et il y a eu une réelle angoisse des gens, de la population. Et je vous donne l'intitulé d'une association qui est assez dynamique en ce moment en Angleterre et qui s'est créée à ce moment-là, qui s'appelle Don't Divide Us. Donc ça veut dire ne nous divisez pas, avec des gens de toutes origines ethniques évidemment, et qui n'avaient aucune envie de voir la société devenir, ou la race, d'ailleurs à définir, mais enfin, où la couleur de peau devienne le critère et sépare les gens, etc. Mais le mot race pour les auditeurs n'a pas la même connotation dans certains pays. Enfin, on peut parler de race quasiment partout dans le monde, sauf chez nous en fait. Si vous allez, moi j'ai fait des documentaires en Afrique noire, vous descendez de l'avion, ils vous appellent le blanc. On est voilà. Et il ne faut pas, c'est pas parce qu'on dit race qu'on est forcément. Ça c'est peut-être aussi un des défauts de ce qu'on a appris du wokisme, c'est qu'on n'ose plus forcément parler librement, comme si on avait un agent communiste au-dessus de nous qui allait écouter et nous dire mais attention là tu as dit le mot race et je veux dire, je dis ça parce qu'il y a eu effectivement une réaction spontanée aussi de gens qui ont dit aïe aïe, c'est la catastrophe, ne prenons pas ce chemin-là, parce qu'effectivement le wokisme c'est la fin du rêve de Martin Luther King, c'est dis-moi ta couleur de peau, je te dirai ce que tu penses, c'est reste dans ta ligne, reste dans ton groupe. Le wokisme il divise la population selon des critères de race, de genre, d'orientation sexuelle. Enfin, chacun est dans sa case et ça mène pas une seconde à l'harmonie dans une société. Alors, l'un des grands points, disons, le bulldozer woke, on va dire, c'est le langage. J'aimerais beaucoup qu'on essaie de détricoter tout ça. Ouais. En lisant votre livre, je me suis rendu compte, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, qu'il y a une sorte de triangle. C'est un peu notre triangle des Bermudes du langage, c'est-à-dire qu'on va tous se perdre là-dedans et on n'arrive pas à contrer cette force. Pourquoi ? Parce que, ou peut-être ça se fait dans l'autre sens, mais en général, les wokistes vont inventer des mots qui n'existent pas, qui ne veulent rien dire, donc la contre-offensive naturelle, on est des êtres humains, on va essayer de contrer ce premier point. Mais pendant qu'on contre ce premier point, les wokistes vont changer la définition d'anciens mots qu'on essaie de remettre dans la première phase. Donc ils ont changé la définition des mots qu'on remet en face des mauvais termes. Pendant qu'on se bat contre ça, contre ça, ils nous disent mais pas du tout, le wokisme n'existe pas. Ouais, c'est ça. Ça c'est une forme on serait un peu religieux, on pourrait dire c'est une forme diabolique en fait d'imposer son projet, qu'un projet politique de civilisation. Est-ce que vous pouvez un peu développer ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce triangle un peu des Bermudes ? Forme diabolique, c'est cette phrase
la plus grande ruse du diable, c'est de dire qu'il n'existe pas. Absolument, merci. C'est exactement là où je voulais en venir. Mais c'est tout à fait ça, oui, le wokisme n'existe pas, et ça continue. On continue à vous expliquer. Mais encore, alors, dans mon livre, je cite un article des Inrocks de 2021 qui dit « Qui a peur du grand méchant woke ?» Comme quoi, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette sensiblerie, tous ces gens paniquent pour rien, de quoi on parle, circuler, il n'y a rien à voir. Et bien là, mon livre est cité dans un autre article, là, en 2023, de Society, qui s'intitule, devinez quoi, Qui a peur du grand méchant woke? Donc ça reste vraiment l'idée de... Et oui, c'est terrible, c'est une façon de... C'est pour ça quand je dis suis-je fou ou suis-je seul à penser, c'est à partir du moment où on ne parle plus la même langue, on ne peut pas débattre, et ça c'est absolument terrible. Et le wokisme existe, à mon sens c'est même un terme qui est important, c'est-à-dire que c'est un terme qui en 7 lettres décrit quelque chose, décrit une nébuleuse qui est un peu complexe. Alors après on vous dira, ah oui mais vous comprenez le néo-féminisme et le transgenrisme et le néo-racisme, ça n'a rien à voir, etc. Sauf que, si je reprends les manifestations Black Lives Matter de 2020, la première c'était Black Lives Matter et la seconde c'était Trans Black Lives Matter. C'est le transgenre noir, etc. L'intersectionnalité, ça existe et c'est conçu par le wokisme. Donc tout ça est très lié et effectivement le langage... Je pourrais donner un exemple pour que les auditeurs voient vraiment avec un exemple concret que j'ai retrouvé un peu en lisant votre livre, ça m'a sauté aux yeux. Alors j'ai pas revérifié, donc peut-être ça s'est fait dans l'autre sens, mais l'idée est là. Souvenez-vous à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre de l'Éducation en France, elle nous a sorti l'ABCD de l'égalité. Ouais. Donc elle a inventé un terme qui n'existait pas. Je me souviens à l'époque, il y a eu une contre-offensive. Bon, on n'est pas dans le monde anglo-saxon, donc c'était vraiment très très minime. Mais pendant qu'on se combattait contre ce mot cette formule qui ne veut rien dire, l'ABCD de l'égalité, ça ne veut rien dire, ouais. Eh bien, elle changeait la définition du mot égalité, ouais, c'est ça. Entre les enfants en plus, c'était entre les garçons et les filles. Et pendant que nous, on se battait contre ça, c'est-à-dire qu'elle voulait obliger plus ou moins les petits garçons à jouer à la poupée à l'école et les filles à jouer aux petites voitures. Ouais. Et pendant qu'on se battait contre ça, Najat Vallaud-Belkacem nous a dit « Mais attendez, l'ABCD de l'égalité, ça n'existe pas. » Tout ça est vérifiable. Hein. Vous pouvez voir qu'elle a vraiment dit textuellement « l'ABCD de l'égalité n'existe pas. » Et là, on a perdu le combat, en fait. C'est ça, on a perdu le combat. Et aujourd'hui, vous avez un jeune homme à Rennes qui a écopé d'une peine de prison pour avoir empêché un mouvement transsexuel de donner une manifestation, non, mais un cours non plus, j'ai pas le terme, mais une parade, une lecture, voilà, peut-être une lecture dans une maternelle. Et il a pris de la prison ferme. Donc on a perdu cette bataille du langage, et on a le résultat. Najat Vallaud-Belkacem, c'était peut-être 2017, je pense, ou voilà, ça fait quelques années, et en bout de course, on perd le combat réel. Et je voulais citer un petit passage de votre livre, parce que vraiment, le côté langage, pour moi, c'est la clé. Et votre chapitre 8 s'intitule « Toute la Terre avait une seule langue et les mêmes mots ». Et vous citez Karl Popper, c'est excellent parce que c'est vraiment la clé du problème. Voici ce qu'il dit, et vous citez en préambule de ce grand chapitre. « La sociologie est sur une mauvaise pente, même ici en Angleterre. On observe un étrange phénomène. Une langue viciée et prétentieuse remplace une langue claire et simple. Le langage des humains, une fois anéanti, nous retournerons à la bestialité. » C'est ça vraiment qu'il faut qu'on comprenne, c'est que si on ne gagne pas cette bataille du langage, on ira vers la bestialité, ça veut dire la barbarie, ça veut dire c'est l'inverse de la civilisation, si vous voulez. Et je continue en lisant le début de votre grand chapitre, qui s'intitule « Un mot pour un autre », ça veut tout dire. Le progressisme a le sens du slogan, il a le sens publicitaire. Le vocabulaire est un de ses terrains de jeu, il invente des mots, en supprime d'autres. Purge lexicale, tournure imposée, altération du sens commun admis. L'évolution linguistique se produit par à-coups et divise la population entre ceux qui suivent le mouvement et les autres. Ça, c'est important, ça veut dire que vous pouvez être à la traîne. Ouais. Quand les jeunes, par exemple, parlent aujourd'hui avec leurs parents et qui, eux, ont des discours woke, leurs parents ne comprennent plus ce que peuvent raconter leurs enfants. Ensuite, je continue. Dans les années 1980, les apôtres du politiquement correct ont promu une nouvelle éthique. Il a fallu surveiller son langage et les aveugles sont devenus non-voyants.
Le wokisme du XXIe siècle s'inscrit dans ce sillage. La tyrannie intellectuelle se muscle. Le progressisme n'est pas progressif, il est radical, total. Il veut changer les modalités, usiner... Mentalité, peut-être. Les mentalités, ouais. Ouais. Je sais pas ce que j'ai dit. Modalité, c'est pas grave. Les mentalités, pardon. Usiner l'intellect de l'homme nouveau. Parce que ça, c'est important, cette conception de l'homme nouveau. Ouais. Parce qu'il invente un monde, il façonne des mots pour le décrire. Voilà, dans le monde dans lequel on est tous un peu Alice au pays des merveilles qui sommes allés dans ce monde totalement inventé avec un langage qui nous bloque en réalité. Exactement. Et il y avait, alors puisque quand même le thème du livre c'est la contre-offensive, il y a eu une initiative qui était à la fois amusante, très sérieuse, très ambitieuse, qui a été d'établir une encyclopédie du langage woke. C'est quelqu'un qui s'appelle James Lindsay qui a fait ça, un mathématicien. Et donc, alors le principe, c'est parce que la subversion du langage est au cœur du mode opératoire woke, il a dit, bon, parce que tous ces gens se sont penchés sur la question, ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut contrevenir et comment est-ce qu'on peut en finir avec tout ça? Parce que pour les raisons que vous dites, c'est-à-dire on ne parle pas le même langage, on me dit quelque chose, je réponds, on ne me comprend pas, voilà. Et donc, il a lancé cette encyclopédie qui est à la fois très sérieuse parce qu'il cite les sources, par exemple décoloniser. Bon, on parle beaucoup en ce moment du mouvement de décolonisation, avec tous les événements qui se passent, et de ses ravages. Et décoloniser, ça ne veut pas dire un État colonisateur qui quitte un territoire qu'il colonisait. Ça veut dire purger la culture occidentale de tout ce qui est trop blanc, trop mâle ou trop eurocentré. Donc, par exemple, les listes de lecture à l'université, supprimer Shakespeare, Machiavel, Newton, voilà, c'est ça, décoloniser. Donc ça n'a pas le même sens. Donc il donnait à la fois, il donnait des extraits d'un article savant qui explique ce que c'est que le mouvement Decolonize. Ensuite, il expliquait ce que ça voulait dire en vrai langage, pour des gens comme vous et moi. Et voilà. Alors, il prend plusieurs exemples, et là, on découvre un vocabulaire. Évidemment, c'est le transgenrisme qui a enfanté d'un lexique le plus foisonnant, je dois dire. C'est la non-binarité, toutes ces choses-là qui n'existaient pas. Bon. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un vagin universel. J'ai appris dans votre livre, mais j'avoue mon ignorance totale au départ. Mais j'ai appris ce que c'était le vagin universel. Donc le vagin universel, c'est l'anus. Donc l'important c'est l'orifice, qu'importe le sexe. Si vous voulez, en gros, il faut mettre un signe égal entre l'homme et la femme. Et ça c'est. Mais là encore, c'était dans son encyclopédie. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce terme, mais c'est Andrea Longshu, qui est une autrice née homme. Et qui représente le transgenrisme deuxième vague, si vous voulez, et mais c'est pas quelqu'un d'inconnu, c'est quelqu'un qui a porte ouverte au New York Times, ses livres ont été primés, etc. On parle pas de... Parce qu'on a tendance parfois à penser que le wokisme, c'est quelques jeunes, c'est marginal. Et c'est drôle aussi. Et c'est drôle. Comme c'est drôle. Et c'est anecdotique. Voilà, et c'est peut-être pas la peine d'y faire trop attention. Ça, c'est une des ruses aussi diaboliques, c'est de faire croire que c'est pas si grave. Ça leur passera comme si c'était une crise d'adolescence, en fait. Mais non, c'est quelque chose de très puissant. Jusqu'à ce qu'il y ait la circulaire Blanquer, c'était qu'en 2021, je crois, sur l'introduction de la notion de genre, de l'identité de genre à l'école, en milieu scolaire, c'est pas rien. Ça rentre donc dans l'éducation dans le milieu scolaire, dans l'administration, je sais pas, prenons aussi le rapport de l'ex-ministre de l'Éducation, Papa Ndiaye, qui avait fait un rapport sur la diversité à l'Opéra de Paris. Ah oui. Et comme quoi il fallait changer le mode de recrutement et une fois de plus regarder la couleur de peau plutôt que les talents et le mérite danseurs, qui normalement est une des valeurs de la République, je crois. Et tout ça, donc c'est ça, c'est très sérieux en fait. Ouais, et d'ailleurs, si je peux encore ajouter juste Bien une sûr, chose, allez-y. il y a une très bonne nouvelle récemment, encore une fois, moi, c'est ça qui m'anime en fait, c'est les bonnes nouvelles dans l'autre sens, c'est pas les outrances woke, c'est Eric Kaufmann, qui est un politologue, et un prof de sciences politiques, qui annonce qu'il crée un master sur le wokisme. Ça veut dire que le wokisme est pris au sérieux, et c'est très important. Oui.
et qui va être d'une certaine façon domestiqué. Et il y aura des thèses qui sortiront dans quelques années, ça c'est très important. Exactement. Et lui-même a été victime de cancel culture et il vient de démissionner d'ailleurs de l'université dans laquelle le réseau des étudiants antiracistes l'avait poursuivi. C'est assez comique parce que c'est quand même quelqu'un dont la mère est moitié chinoise, moitié costaricaine et le père juif canadien et il était accusé de suprémaciste blanc. Bref, ça c'est pour l'anecdote, mais pour dire que... Et donc il crée ça à l'université de Buckingham. Ce genre de nouvelles est assez importante. Et puisqu'on parlait du mouvement décolonisé, bon, c'est peut-être un petit peu hors sujet. Je vous laisse continuer. Donc ça, ce sont des exemples, l'université et puis l'encyclopédie, qui peuvent être pratiqués chez nous. Alors en France, c'est vrai qu'il y a l'école de Marion Maréchal, qui a été fondée il y a quelques années, qui va sans doute dans cette voie-là, même si c'est peut-être moins mis en valeur comme ça, et c'est peut-être plus vendu comme quelque chose de droite-gauche. Peut-être, mais peut-être que ça va dans ce sens. Oui, mais l'encyclopédie en ligne, c'est pluralisme, voilà. parce que l'université est partie tellement à gauche que si on a quelque chose qui est plus à droite, bah ça va rééquilibrer. Mais l'encyclopédie en ligne, c'est quelque chose que des universitaires français pourraient très bien mettre en œuvre. Ce sont des choses qui même serviraient, je pense, à la jeunesse de dire, mais non, regarde, tel terme, au départ, ça veut dire ça, ils ont changé la définition, ils ont inventé tel mot, voilà, au moins tu es plus structuré. Sur le langage, j'avais un deuxième extrait, si vous voulez bien, enfin même, j'en avais encore deux, mais sur le côté rire, je pense que c'est important. Il y a un problème avec le mot master, qui veut dire maître. Alors je lis pas tout, mais dans le même élan, l'industrie de la musique aux États-Unis retrancha de son vocabulaire l'expression master recording. Donc c'est la copie zéro d'un enregistrement, car le mot master, maître en français, évoque des propriétaires d'esclaves. Les agents immobiliers, pendant les visites, ne vendent plus les master bedrooms, chambres de maître. Ils ont renoncé à ce vocabulaire de bourreau et opté pour primary bedroom, chambre principale. Il était temps que les VRP de l'immobilier renonçassent à leur fantasme de marchands d'esclaves. Souhaitons seulement que ces mesures lexicales feront réfléchir à deux fois les esclavagistes contemporains en Corée du Nord ou en Érythrée. Là, je voulais montrer un peu aussi le style littéraire de votre livre. J'ai vraiment beaucoup apprécié de le lire et parfois vous êtes drôle en fait, ce qui fait du bien parce qu'on voit vous balancez quelques petites piques comme ça qui sont intéressantes. Ça, c'est tellement ridicule qu'on a même du mal à développer sur la chose. Il y avait aussi l'autre extrait que je voulais citer avec Woman, qui est quand même très symptomatique. Donc je continue. Deuxième sentence, en changeant les mots, on peut changer les choses. Les néologismes concourent à l'élaboration du nouveau monde. Les militantes féministes anglophones poursuivent des chimères parmi lesquelles le modeste projet d'éliminer la circulation de toute trace de virilité. Comment s'y prendre ? Comment s'y prendre ? Il n'y a qu'à changer une lettre ici, remplacer un mot par là, et l'humanité s'améliore. On dirait... Alors ensuite vous citez une phrase évidemment qui n'existe pas, mais pour vous moquer... On dirait que les hommes auraient disparu, 3 petits points. Serait le postulat de départ. En anglais, femme se dit woman, et par malheur, il contient en son sein le mot man, qui veut dire homme. Aussi, un moyen de faire avancer la cause des femmes a-t-il été consisté à supprimer le A de woman pour enlever le mot man. Le vocable politiquement correct acceptable est désormais, je cite, W-O-M étoile N ou W-O-M XN, donc je ne peux pas vous le prononcer en fait. Voilà, j'attendais de voir comment vous alliez vous en sortir. Ça, je ne peux pas. Cette nouvelle orthographe s'est répandue sur les campus ainsi que dans les milieux de l'art. La question de la prononciation n'a pas été envisagée. Là, vous donnez plusieurs autres exemples. Comment est-ce qu'on voit la... D'ailleurs, ils avaient fait Latinx aussi, L-A-T-I-N, pour ne pas faire Latina ou Latino, parce que c'était excluant pour les transgenres. Et il y a eu des études de fait, des sondages, et qui prouvent que les latinos eux-mêmes, c'est-à-dire les gens d'origine d'Amérique du Sud qui habitent aux États-Unis, n'utilisent pas du tout ce terme barbare. Je suis curieux de voir qui utilise Womingsen. En général, dans les institutions culturelles, les musées, tout ça. Comment est-ce qu'on voit sur place, dans le monde anglo-saxon, des contre-offensives par rapport à ce type de choses, ce type d'abus de langage, si je puis m'exprimer ainsi? Est-ce qu'on voit par exemple des auteurs, des grandes figures qui soit se moquent, soit proposent d'autres théories qui peuvent contrer ça? Se moque, oui, vous avez cité Douglas Murray, je voudrais dire qu'il est en première ligne tout le temps.
Oui, il y a des associations. De toute façon, vous parliez tout à l'heure de la population qui se soulève spontanément. Il y a des associations de terrain aussi. Oui, ça c'est très important. Ouais. Ça c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est impossible de lutter seul contre la cancel culture. Parce qu'on est regardé déjà presque par son entourage, on est regardé avec suspicion. Quoi, il est traité de raciste, il doit bien y avoir quelque chose d'embêtant là-dedans. Son entourage, les médias, enfin, c'est très très difficile de lutter seul. Donc à chaque fois, il y a des associations de terrain. Je pense à FAIR aux États-Unis, Foundation Against Intolerance and Racism, dans laquelle il y a d'ailleurs quelqu'un d'assez amusant qui s'appelle Daryl Davis, qui est un noir américain, né en 58, qui était le pianiste de Chuck Berry. Ah oui. Qui a vous en parlez dans le livre. Ouais, c'est une histoire incroyable. C'est incroyable cette histoire. Et bon, lui, c'est une des têtes pensantes de ce mouvement, avec Barry Weiss, avec plein d'autres, des universitaires et tout ça. C'est des gens qui se réunissent par profession, donc c'est très intéressant, c'est assez efficace. Avocats, médecins, artistes. Mais le profil de cet homme-là est étonnant, parce que c'est quelqu'un qui avait subi le racisme, il est né en 58, donc il y avait encore, c'est pas encore les droits civiques, enfin, il a grandi dans la période des droits civiques, et puis il se demandait ce que c'était que le racisme, quoi, comment ça fonctionnait. Il s'est dit, le meilleur moyen, je vais aller au Ku Klux Klan et voir comment ça se passe. Il s'est introduit dans ces réunions du Ku Klux Klan, et il a rencontré les gens. Il a réussi à détourner 200 personnes, dit-il, de ce mouvement. Et comme quoi, il vaut mieux communiquer qu'excommunier. Oui, exactement. Ça, avec un peu de bon sens en général. Et vraiment, dans le livre, je le remontre encore, vous avez aussi c'est quasiment des portraits finalement, avec des récits historiques sur des personnalités. Et c'est important d'avoir des exemples vraiment concrets pour se rendre compte que oui, cette personne-là a vécu la chasse aux sorcières. Une personne, par exemple, je crois que c'est Harry Miller, si je dis pas de bêtises. Ah oui, extraordinaire. Ça, c'est incroyable, cette histoire. De mémoire, vous me dites si je me trompe, mais Harry Miller reçoit un appel de son patron. Il était en week-end ou en vacances, il reçoit un appel. C'était lui en patron. Le patron de son bureau. Écoute, il y a la police, est-ce que tu peux venir ? Et en fait, on se rend compte que tout vient d'un tweet. Oui. Lui, il va se rendre au commissariat pour dire, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez ? Et j'ai noté, enfin, je peux pas l'inventer parce que c'est la police qui lui dit en anglais. C'est trop énorme, quoi. I need to check your thinking. Voilà. Le dialogue est comme ça. Les tweets dont vous parlez sont-ils de nature criminelle ? Donc c'est Harry Miller qui demande au policier. Le policier lui dit non. Ah, pourquoi vous me convoquez alors ? Et il dit textuellement, je dois contrôler vos pensées. C'est incroyable. Et lui ensuite va faire des choses, c'est ça qui est intéressant. Il subit quelque chose, il s'arrête. Ils sont tombés sur quelqu'un qui ne va pas, parce que vous et moi on aurait dit bon d'accord, très bien, merci, au revoir, on serait agacés et puis voilà, parce qu'on n'a pas forcément le temps. Ils sont tombés sur un os. Là ils sont tombés sur un os et il a été jusqu'au procès devant la haute cour et alors il faut le lire, enfin je conseille aux gens de lire le jugement où le juge dit, il lui donne raison. Il dit, nous sommes dans un pays où il n'y a ni Tchéka ni Stasi. Et c'était assez bien vu, parce que là, franchement, on était arrivé à un stade. Parce qu'il avait fait une blague sur les transgenres, sur Harry Miller. Il était poursuivi pour ça. Cela dit, c'est assez sérieux, parce qu'il y a une espèce de registre qui enregistre ce qu'on appelle les actes, les propos haineux non criminels. Ah oui, ça c'est pareil, c'est orwellien. C'est orwellien. Enfin, dans 84, il y a la semaine de la haine. Ouais. On y est tout à fait. Et donc dans ces registres, les gens peuvent les consulter si jamais vous devez travailler dans l'éducation ou avec des enfants, etc. Enfin bon, c'est un peu long à expliquer, mais c'est... Et Harry Miller, j'aimerais boire une bière avec cette personne. Il est très sympathique, je l'ai rencontré évidemment. Parce que lui, il va même pas s'arrêter au procès en fait, puisqu'il aurait pu se dire, j'ai gagné, bon bah voilà, j'arrête. Mais non. Depuis, il s'est démêlé, donc je cite une partie de votre livre. Miller est devenu simple actionnaire de son entreprise pour se consacrer à une seule tâche, donc le bonhomme va loin quand même. Ouais. Dépolitiser la police, quitte à la déifier. Alors là vous racontez par exemple une anecdote qui veut dire beaucoup, c'est-à-dire que la police avait arboré des signes LGBT sur les voitures. Voilà, pendant le mois LGBT. Le mois LGBT. Et lui va aller contre ça. Même sur le commissariat principal Donc lui va attaquer tout ça. C'est ça qui est vraiment intéressant. Il va physiquement. Il ne fait pas un tweet, il va sur place. Il va sur place, oui, parce qu'il y a des drapeaux LGBT sur
c'est dans le Lincolnshire, donc dans la ville de Lincoln, un peu au nord de l'Angleterre. C'est des costauds, les Anglais du Nord. Et il avait appelé en disant je comprends pas très bien parce que la police est normalement censée être impartiale. On comprenait que ce drapeau c'est un peu étrange, etc. Oui, mais c'est ainsi. Et il a dit vous devriez l'enlever. Et il a dit non, on va pas l'enlever. Alors il a dit je vais le faire moi-même. Et en fait, c'était des petits spots lumineux qui éclairaient l'énorme façade du commissariat principal de la région, avec les couleurs LGBT. Il y en a de plus en plus, je ne peux pas toutes vous les citer. Mais, et alors, il a acheté des petits caches, parce qu'il ne voulait pas faire de court-circuit non plus. Et il a acheté des petits caches pour cacher les couleurs. Et au départ, il a gardé juste les couleurs des suffragettes. C'est le vert et le mauve, je crois. Alors, voilà. En plus, il est drôle. Donc, c'est ça drôle, il est audacieux, c'est ça. Ouais. Et je crois que même qu'il dit j'ai récupéré les caches, on ne sait jamais, ça peut se reproduire. Enfin, très pragmatique. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'il arrive quelque chose à quelqu'un et il y a une contre-offensive. Là, c'est un peu individuel parce qu'ils sont tombés sur quelqu'un un peu exceptionnel, mais il y a beaucoup de choses qui se font en groupe. Ça va un peu plus loin que le cas individuel parce que là, en fait, la Haute Cour va mettre en cause un truc qui s'appelle, c'est une espèce de guide pour les policiers, mais qui n'est pas dans la loi. C'est une espèce, comme on parle d'épigénétique, on peut parler d'épijuridique. C'est une espèce de guide comme ça qui est à part et que respectent les policiers à la lettre alors qu'il n'y a pas lieu. Il y a la même chose dans beaucoup de domaines. Dans la justice aussi, il y a une espèce de petit guide comme ça, woke aussi, qui colporte des notions d'antiracisme contemporain, de transgenrisme, etc. Il faut s'adresser ainsi et pas ainsi. Et qui passe au-dessus de la loi. Et qui finalement passe au-dessus de la loi, ce qui est parfaitement antidémocratique. Et donc grâce à son action, c'est ça que les auditeurs doivent comprendre. Alors nous, on a un peu de retard parce que le wokisme chez nous arrivait plus tard, mais nos contre-offensives pourront marcher. Mais évidemment. Il y a déjà des bonnes choses en France, hein. On n'en parlera pas là parce qu'on n'a pas le temps, mais en France aussi il y a des choses. Puisqu'on est Toxin Média, on peut citer l'Institut Libre de Journalisme, je ne sais pas si vous connaissez, mais parce que ça c'est quand même important, c'est aussi, le langage c'est le nerf de la guerre, l'information aussi, et effectivement on voit des nouveaux médias commencer à parler autrement. Exactement. Mais moins de, je trouve, peut-être que j'ai pas eu accès à toutes les informations, mais je trouve qu'on est moins bon dans le... Ça, il faudrait qu'on réussisse à travailler là-dessus, dans le... Bon, on pense pas pareil, mais quelque part, notre ennemi va détruire notre civilisation, et même, il va détruire nos désaccords. Parce que si le wokisme gagne, on n'aura plus de désaccords, puisque tout aura disparu. Peut-être qu'on pourrait s'allier pour chef d'entreprise, universitaire, une grande personnalité, etc. On a des gens comme ça en France, mais qui sont chacun un peu dans leur chapelle. Et je trouve que votre livre est un peu un appel à sortir de... Il y a tous les outils. Exactement, boîte à outils. On arrive déjà à presque 1 heure d'entretien, et je voulais quand même parler d'un autre aspect du wokisme qui, pour moi, est vraiment... c'est peut-être le plus grave. C'est mon avis, moi je pense que ce sont des agressions pédophiles. Peut-être que les auditeurs ne sont pas d'accord, mais il y a des attaques. Je voulais lire l'extrait, mais je ne vais pas le lire, parce que c'est trop... Voilà. Mais il y a des attaques vraiment contre l'innocence et contre les enfants, avec tout ce qui est la transition de genre, etc., mais qui commence, et ça Douglas Murray en parlait déjà dans La Grande Déraison, mais vous donnez des exemples précis. Vous donnez notamment l'exemple précis d'une mère de famille qui est un peu désœuvrée devant ce que lui dit sa fille, je crois, de 3 ans ou de 4 ans, et ce que lui dit surtout le psy, qui dit, mais attendez, si votre jeune fille ou garçon, je ne sais plus, dit qu'elle est d'un autre genre, c'est qu'elle a raison. Et attention, si vous ne l'accompagnez pas, il y a un risque de suicide. Donc on peut même comprendre une mère, en fait, qui va se dire, mais oui, il faut que je lui donne les cachets. Et il va y avoir tout un système économique qui va se mettre en place autour, avec notamment cette histoire de... J'ai pas envie de citer ça, mais je suis obligé pour que les gens se rendent compte de la gravité de la chose. Notamment des pénis en silicone avec des tailles pour les enfants de 3 à 4 ans que donc les petites filles vont se mettre dans leurs culottes pour montrer qu'elles sont des garçons. Donc ça c'est pas du tout positif, mais cette mère de famille se rend compte quand même que quelque chose ne va pas, donc elle a un réflexe de mère qui se dit mais je vais quand même me renseigner sur tout ça. Elle finit par se rendre compte de la supercherie. Et elle-même va fonder quelque chose. C'est ça qui m'intéresse. Elle va fonder une association qui s'appelle Fourth Wave Now,
Alors depuis, il y en a eu d'autres qui se sont formés, mais je dois dire oui elle était un peu pionnière dans ce milieu parce que justement, il y a une telle prégnance du discours transgenre qui vraiment domine, même dans le milieu médical. Et du coup, celle qui a fondé l'association, Sophie, n'avait pas 3 ans, elle était plus âgée, elle était ado, parce qu'il y a une grande contagion chez les jeunes filles. Et elle voulait se faire, comme ils disent en anglais, et en français on dit une chirurgie du haut. Oui, pour pas dire une double mastectomie. Encore le langage qui nous empêche de voir la réalité. Ouais, top surgery, ça c'est très joli évidemment, et c'est juste une double mastectomie sur une jeune fille parfaitement saine. Et donc elle était paniquée, enfin elle voulait donc elle a autorisé sa fille à s'habiller un peu de façon un peu masculine, mais elle s'est renseignée. C'est une femme qui est démocrate, d'ailleurs, qui est totalement de gauche, qui était entourée de gens qui disaient mais écoute, il faut que tu écoutes ta fille, si elle est transgenre. On est tous pour... Parce qu'ils ont fait passer, si vous voulez, ce thème a beaucoup avancé, comme si c'était un droit civique. Ils ont joué sur cette corde-là. Et donc évidemment, tout le monde, personne n'a envie d'empêcher quelqu'un de vivre comme il l'entend, mais simplement... Puis ça se développe aussi sur une chose... qui est un peu hors sujet, mais quoique, ça se développe quand même aussi sur une chose, c'est l'absence du père. Souvent, ce sont des mères célibataires qui sont un peu seules face au problème. Le pire, Sylvain, c'est même pas ça. Le pire, c'est quand il y a les 2 parents, mais qui ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Absolument. Et là, il y a des cas mais tragiques, par exemple au Canada, ou aux États-Unis aussi, enfin, où les parents finissent par divorcer, la mère, dans le dos du père... fait une hormonothérapie au fils, à votre fils, qui va devenir une femme. Enfin, même ça, finalement, c'est la mort du père, symboliquement. Ça se nourrit beaucoup de ça, quand même. Mais comme on arrive à la fin, déjà, je voulais finir par un passage de votre conclusion. Évidemment, je ne vais pas tout lire, mais pour donner un peu de baume au cœur à nos auditeurs, pour que tout le monde se bouge un peu à son niveau, parce que je pense qu'on peut tous faire... un peu quelque chose à son niveau. Pas répéter des choses auxquelles on ne croit pas. Voilà, exactement. Voilà, ouais. Vous montrez bien ceci, donc là je vous cite. Aucune des 3 étapes, identifier, comprendre, élaborer les outils de la contre-offensive, ne fut une promenade de santé. Il était important de le rappeler. Car les mêmes qui hier assuraient que le wokisme n'existait pas, demain affirmeront qu'ils étaient les premiers à le combattre. Ensuite, vous donnez l'exemple du New York Times, qui est en train de rétro-pédaler par rapport à ces sujets-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et ça c'est vrai sur énormément de choses, tout le monde l'a connu, sur plein de sujets, quand vous êtes en premier à dire « mais attends, là il y a un problème ouais. », après vous faites doubler par les gens qui n'étaient pas d'accord avec nous et qui sont plus radicaux que vous dans un thème. Donc à mon avis, si on y va tous un peu, chacun à notre niveau, on peut atteindre ce niveau-là de contre-offensive que vous expliquez dans votre livre. Est-ce que je vous laisse le dernier mot, si vous avez quelque chose à rajouter? Non, mais il y a une phrase comme ça qui dit une vérité, elle est d'abord moquée, ensuite elle est combattue cruellement, et ensuite on la fait passer pour une évidence. Vous devez savoir. Oui, non, j'ai plus la référence en tête, mais c'est exactement ça. Et ben c'est le cas du wokisme. La vérité finit toujours en vérité. Mais là, on est peut-être passé de l'autre côté. C'est peut-être pas mal. Sylvie Pérez, merci beaucoup d'avoir essuyé les plâtres avec moi. Merci, j'étais vraiment ravi. C'était très agréable, merci 1000 fois. Merci pour cette émission. On se retrouve, je l'espère, très bientôt. Ça dépendra de vous et de cet éventuel succès éditorial et d'émission. Je vous dis à bientôt et restez sur Toxin Média. À bientôt. Merci pour votre lecture. Merci beaucoup.